Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Hung, mais également de Pouillot du site Gamecult, et nous allons parler une nouvelle fois de Puzzle & Dragons pour la seconde partie de cet Extra Life. Et on va rentrer un petit peu dans le détail de la partie économique du jeu, rentrer dans le détail des tactiques les plus avancées, tout simplement parler aussi des autres versions du jeu qui arrivent, certaines sont déjà sorties comme la version 3DS au Japon. Donc bienvenue dans cet Extra Life. Alors, déjà, donc on a consacré une première partie au jeu avec des noobs, donc qui étaient juste niveau 20. Là, vous êtes niveau genre bien supérieur, donc on va attaquer le niveau bien supérieur d'analyse du jeu. Est-ce que vous pouvez commencer? Tiens, Hung, est-ce que tu peux commencer par nous dire comment est-ce que tu as entendu parler du jeu? Comment la première fois était tombé dedans? Comment? Alors comment j'ai entendu parler du jeu, je sais plus, parce que c'était un phénomène au Japon, donc c'est venu à mes oreilles. Et puis en décembre, je vois les tweets passer, machin, est dispo sur l'App Store, donc direct je télécharge et j'ai passé mes vacances de Noël dessus. Donc je réglais ma vie par rapport à ça au départ, donc même le repas de Noël, machin et tout. Et puis depuis, j'ai un peu décroché, je me suis remis depuis 2-3 semaines. D'accord. C'est de ma faute, je pense, c'est peut-être en Ouais, partie. ouais. Je suis désolé. Bon, y a pas de problème. Et toi, Pouillot? Moi, c'est au moment de l'annonce de la version 3DS, en fait, j'ai vu un scan passer, incroyable, Puzzle & Dragons Z arrive sur 3DS, je me suis dit, mais pourquoi ça fait un tel événement? Et du coup, je me suis un peu intéressé à tout le phénomène derrière, et j'ai complètement halluciné sur les chiffres, notamment. Ensuite, sur le concept, quand je suis allé voir la vidéo sur YouTube, je me suis dit, waouh, ça, c'était vraiment une idée, une bonne trouvaille. Et ensuite, voilà, de fil en aiguille, j'ai attendu, comme tout le monde, que le jeu arrive enfin sur l'App Store français. Et Dieu sait s'il a fallu être patient. Et puis après, voilà, il est arrivé. Et comme Hung, j'ai passé mes vacances de Noël dessus. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, est-ce que tu as, parce que moi c'est mon cas, hein, à la rédac j'ai contaminé pas mal de gens, je m'en veux presque, est-ce que tu as contaminé des gens autour de toi pour qu'ils jouent également Puzzle & Dragons, puisque tu as une dimension multi-asynchrone, donc il est nécessaire dans le jeu d'avoir des amis, si possible des amis avec une créature puissante, de manière à s'adapter à ton équipe et de progresser, sans la 6e créature on ne progresse pas. Alors malheureusement, à Gamecult, j'aurais aimé contaminer mes congénères. Ça va laisser faire. Mais non, le problème, c'est qu'ils ont des plateformes Android, donc pour l'instant, le jeu n'est pas encore disponible sur Android en Europe. C'est bien dommage, enfin en tout cas en France, puisqu'il est disponible au Royaume-Uni. Mais je ne désespère pas, je sais que quand ils me voient jouer à la version 3DS ou la version iPhone, ils se disent « Waouh, c'est trop puissant, il faut qu'on Je sais pas, Boulap, il avait l'air perplexe. Hein. Ouais, je lui ai dit, il m'a dit pas toi, non, quand même, et tout. Il sait pas ce qu'il attend. Je pense qu'à mon avis, il serait complètement croque du jeu. Ouais. Est-ce que alors pour ceux qui n'auraient pas vu la première partie de cette émission, est-ce que tu peux nous décrire le jeu brièvement? Pour toi, comment est-ce que tu ferais le pitch du jeu? Alors, on va dire vraiment brièvement. Ouais. C'est le croisement entre Pokémon et un match 3 comme Puzzle Quest. Ouais. Voilà. La différence, c'est que au lieu de simplement déplacer une pièce comme dans n'importe quel Candy Crush, on a un petit laps de temps pour réaliser le maximum d'enchaînements qui vont ensuite déclencher les attaques de nos créatures. Et bien sûr, ces créatures sont amenées à évoluer. Chacune, à la manière d'un Pokémon, a ses capacités différentes, suivant qu'elle est placée en leader, suivant qu'elle est placée dans l'équipe. Et tout ça, ça crée un espèce d'amalgame où on va enchaîner les donjons, voilà, tous les jours. Et en plus, comme Gungo est super malin, il y a une espèce de planning qui fait que tu as des rendez-vous fixes, tu as des rendez-vous quotidiens, des rendez-vous en fonction des heures. Et voilà, tout ça, ça te pousse à continuer à jouer, à regarder sans arrêt ton application pour voir ce qu'il y a de nouveau. Il faut savoir qu'en plus des donjons normaux, donc des donjons qui nous permettent de progresser un petit peu dans une sorte de pseudo-mode histoire, mais il n'y a pas du tout de scénario, et tu as une progression logique au départ. Tu as aussi les donjons spéciaux, qui sont des donjons qui apparaissent donc une fois tous les jours et qui changent, et ces donjons spéciaux donc nécessitent quand même beaucoup de points de stamina qui correspondent aux points d'action dans le jeu, donc il faut que tu les dépenses pour entrer dans le donjon, sachant que une fois qu'ils sont dépensés, que même si on se fait éclater la tête, toute son équipe se fait latter, ils sont perdus. Et donc du coup, on se rend compte au bout d'un moment qu'on calcule son planning de vie, sa vie de tous les jours, par rapport à celui du jeu. Donc son nombre de points de stamina, on est là, ok, j'ai 30 points de stamina, si je dépense 25 points là pour entrer dans tel donjon, et que je prends le métro ensuite pour rentrer chez moi, j'aurais récupéré tant de points, etc. Donc c'est bon, je peux jouer maintenant tel type de donjon. Et donc ça, c'est le début de la catastrophe. Et il y a aussi d'autres petites subtilités, c'est-à-dire que les différents donjons qui apparaissent, qui changent tous les jours, c'est un planning à la semaine qui est fixe.
Donc tous les mardis, tous les mercredis, tous les jeudis, tous les vendredis, on aura un type de donjon particulier qui nous donnera accès à des créatures spéciales avec différents niveaux. Les créatures spéciales les plus rares étant dans le niveau expert, qui sont des niveaux demandant la mise en place de stratégies assez complexes. Et ensuite, c'est ces monstres-là, une fois obtenus, si on a la chance de les obtenir, parce qu'une nouvelle fois c'est aléatoire, ces créatures peuvent ne pas lâcher un œuf, l'œuf étant justement la créature qu'on gagne. Et donc du coup, on peut faire évoluer ces personnages de base de manière assez spectaculaire. C'est-à-dire qu'on avait parlé dans le premier Extra Life de deux types d'évolution. On a l'évolution simple qui permet à une créature de gagner de l'XP, et donc de gagner en force et d'aller jusqu'au niveau 99, au niveau 70, au niveau 30 en fonction du cap de la créature. On a aussi l'évofusion qui permet de changer complètement sa créature et donc du coup de gagner une étoile spéciale. Et ensuite quand on a une créature de 5 ou 6 étoiles, on a possibilité de faire une ultime fusion, un truc qui n'est pas précisé, c'est pas dans les options de jeu, c'est dans Power Up Fusion. On choisit les bons ingrédients et à ce moment-là, sa petite touche se met à briller et ça veut dire qu'on va transformer sa créature en quelque chose d'encore plus extraordinaire et qui nécessite évidemment des ingrédients ultra complexes à obtenir. Et donc tout ça, c'est piégeux, parce qu'au final, alors déjà, est-ce que vous l'avez dit ou pas, vous avez dépensé de l'argent ou pas? Non. Et non, parce que je pense que c'est l'un des miracles de Puzzle & Dragons, c'est que pour un free-to-play, même s'il est assez incitatif, comme il repose aussi en partie sur le skill et la manière dont tu vas gérer tes combos, il y a quand même la possibilité, même si tu n'as pas une équipe fondamentalement puissante, d'avancer. Et puis si tu as des amis vraiment balèzes, c'est vrai que ça t'aide pas mal à tirer d'un mauvais pas, quoi. C'est ça, parce que tu as le sixième personnage en soutien qui vient rajouter ses capacités en plus à ton équipe. Et donc, quand il est là et qu'il est d'un bon niveau, voilà, j'ai vu notamment sur ta partie, je suis jaloux, faut le dire. C'est pas ma créature, c'est une créature 7 étoiles qui appartient à un ami. Et donc, du coup, oui, qui est niveau 110, 113, quelque chose comme ça. Parce qu'on peut aller au niveau du niveau 99, au-dessus du niveau 99. Et ces créatures, on peut les emmener vraiment très, très, très loin. Et on a aussi le concept de skill dormante, c'est-à-dire, il y a deux skills pour ces personnages. Pour la plupart des monstres, on a un skill qu'on peut activer au bout d'un certain nombre de tours en combat. Il y a un skill qui est permanent, qui est le skill de leader. Donc le skill de leader correspond au leader de son équipe, on en a un, mais également au leader de son ami. Donc du coup, on a deux skills potentiellement qui s'activent et qui permettent de faire des combos x2 en attaque, x2 en HP, ou alors on a aussi une petite jauge de temps sur l'orbe lorsqu'on la déplace, qui peut être augmentée. Il y a plein de petites subtilités comme ça. Et on a un truc en plus, on a des skills dormantes. C'est-à-dire que chaque créature, on peut réveiller un certain nombre de pouvoirs, et pour le coup, ces pouvoirs seront automatiquement activés, même si la créature n'est pas en position de leader. Donc on peut avoir une créature centrale dans son équipe avec des boosts hallucinants sur certaines caractéristiques. Bah oui, complètement, mais je crois que ça c'est surtout toi Thierry qui... Non, pas du tout. Ce matin j'ai eu la chance, alors c'est incroyable, ça correspond à l'enregistrement, mais ce matin j'ai eu la chance de tomber justement sur un awakening, enfin un monstre qui te permet de réveiller une capacité. Ça faisait quelques jours que je l'attendais. Alors je sais pas pourquoi, ce matin tout s'est bien goupillé, mais j'ai eu un monstre Viper Orochi, donc de classe 5. J'ai quasiment tous les matos pour l'évoluer en puissance 6. Et je me dis, ça y est, je vais enfin avoir mon premier 6. Et pour moi, c'était la révolution. Parce que ça faisait quelques jours un peu déjà que j'étais un petit peu dormant sur le jeu. Est-ce que je continue? Est-ce que je pose un peu? Et je sais pas comment Gungo a réussi avec ses algorithmes à comprendre que je voulais ce monstre-là. En plus, l'eau, ça a toujours été un élément sur lequel j'étais un peu faible dans ma progression. Ouais, c'est pareil, ouais. Et là, il arrive, et je me dis, non, c'est pas possible, ils sont trop puissants. Et ils sont forts parce qu'en fait, ça se joue à plein de niveaux. Comme tu le disais, je suis entièrement d'accord avec toi. Ils te forcent pas à la consommation. Mais par contre, si tu rentres vraiment dans le délire du jeu, évidemment, c'est comme lorsqu'on était gamin, qu'on achetait, ou pas d'ailleurs, et qu'on achetait des cartes Magic, Dawn Trooper, on s'achète des boosters de manière à avoir les créatures les plus rares, etc. Et puis il y a toujours ce côté excitant de la machine qu'on active et on prie. On voit la machine qui tourne un petit peu, il y a un œuf qui sort. Est-ce que l'œuf va être doré ou est-ce qu'il va être juste bicolore? Et à ce moment-là, on a une créature ça peut être une créature 3 étoiles, c'est une catastrophe quand c'est une machine, ou une créature 5, voire 6 étoiles, ce qui est exceptionnel. Et donc du coup, le jeu te force pas à faire fonctionner la machine, et d'autant plus qu'elle te limite dans l'utilisation des monstres les plus importants, puisqu'il faut avoir atteint un certain niveau en tant que joueur, un certain niveau d'expérience, pour pouvoir équiper ces créatures. Parce qu'on a un pool de points qui est quand même pas illimité, et on en gagne de nouveaux points systématiquement au fur et à mesure de son gain de points d'expérience. Et donc du coup, les mecs jouent vraiment pour moi, plus sur le côté collection. C'est-à-dire au bout d'un moment, en fait, tu as des événements provisoires, tu as eu un événement Batman, il y a un événement Hello Kitty, alors pour peu qu'ils fassent
fasse un événement Dragon Quest. Je pense pour le coup que ça arrivera jamais. On va voir justement un peu plus tard pourquoi. Moi, je serais tombé dedans, un truc de ouf, parce que ces donjons ou ces machines restent temporairement. Et donc, du coup, on est tenté de manière, au moins d'en avoir une, donc de faire fonctionner la machine une fois. Et ensuite, on a aussi le concept des donjons provisoires. Donc, lorsqu'on investit 25 points de stamina, donc 25 points d'action pour entrer dans un donjon, qu'on arrive au boss et que le boss, il lui reste ça d'énergie qui nous éclate, on est tenté de dépenser une pierre magique juste pour pouvoir poursuivre le combat. Mais le jeu te force jamais, mais il est fait de telle façon, avec une telle subtilité, qu'on est... on se sent pas obligé, mais on est tenté de dépenser des pierres magiques. Sur la tentation, que ce soit sur la machine, les événements spéciaux comme tu le rappelais, Hello Kitty, il te manque une pierre magique, tu te dis est-ce que je tente ou pas, mais je pense que vraiment l'incitation la plus courante, c'est le continu. Parce qu'il y a certains boss, quand tu arrives un peu plus loin, qui peuvent t'exécuter en une attaque, et si tu n'as pas adapté ton équipe justement pour survivre à ce genre d'assaut, quand il lui reste juste un filet de vie, que tu vois des pièces bien agencées, qu'il te reste plus de pierres magiques, je pense que à titre personnel, c'est peut-être là où je vais lâcher mon... moi, c'est aussi quand tu fais un donjon comme ça, et en fait, tu arrives au boss, le boss a failli t'éclater ou va t'éclater, et tu as récupéré 2 œufs rares. Donc du coup, tu es là, genre, si je fais pas un continu, les 2 œufs rares, je les perds. Donc du coup, tu fais un calcul, et là pour le coup, ce qui est quasiment dommage, tu fais un calcul financier, et tu te dis oui, il est plus intéressant de dépenser une pierre magique pour avoir cette créature rare, plutôt que de dépenser 5 pierres magiques pour faire fonctionner la machine et espérer l'avoir, et c'est même pas sûr. Mais moi, du coup, j'utilise quasiment que mes pierres dans les continus, en fait. Il faut pas. Bah oui, je sais, et c'est pour ça que j'ai pas de monstre rare. Ouais. Et il faut utiliser ces pierres magiques pour la Monster Box. Et essentiellement pour la Monster Box. Et ensuite, utiliser pour remplir sa barre de stamina dans des cas extrêmement précis ou pour faire un continu, dans les cas où tu as chopé un max de rares, où tu as presque éclaté le boss et encore. Ça dépend des niveaux ensuite, parce que tu as des niveaux qui demandent beaucoup de points de stamina et d'autres beaucoup moins. Donc tu as un calcul après, aussi. Tu dis ça, toi, c'est parce que tu as dépensé de l'argent dedans. Hein. Tu vois, moi, je gratuitement. On révèle tout. Non, mais j'ai dépensé 40 €, je l'ai dit dans la première émission. Mais moi, je considère qu'à partir du moment où tu investis du temps dans un jeu, il est logique, à un moment donné, de donner un peu d'argent aux développeurs, même s'ils en ont pas besoin. Oui, là, ça va à raison de 2 millions, 3 millions par jour. Les pauvres, allez, tiens une piécette. Je pense que ça va pour eux. Et toi, Pouillot, donc j'ai appris, tu en parlais justement au début de cette émission, tu as acquis la version 3DS. Et donc, qui est sorti au Japon là, il y a quelques semaines, maintenant il y a peut-être un mois. Début décembre. Début décembre, ok, ça fait quelques temps. Je crois qu'il y a 1 million d'exemplaires du jeu qui ont été vendus là-bas. Ce qui est hallucinant en très peu de temps. Tu as essayé le jeu, tu y as joué, tu es à quel niveau et quelles sont les différences en gros entre la version 3DS et la version smartphone? Parce qu'au niveau, c'est super malin, parce que leur truc fonctionne clairement autour de cette barre de stamina. Et donc, cette notion d'instance, c'est-à-dire, tu vas jouer en fonction de ta barre, tu vas faire certains donjons en fonction de ta barre. Si tu n'as plus cette barre de stamina, le jeu fonctionne complètement différemment. Ouais, complètement. Bah, déjà, il introduit le principe vraiment de level up classique avec de l'expérience quand tu abats les monstres. C'est-à-dire que voilà, tu n'as plus besoin de fusionner, on va dire, des matériaux à toi ou des monstres à toi. Du moins dans une partie, parce que évidemment ils conservent quand même quelques mécaniques. Mais voilà, il y a quand même ça qui est intégré et aussi une statistique de défense qui vient s'ajouter à l'attaque et au HP. Après, la différence, c'est qu'on se rapproche quand même vachement du concept de Pokémon. Enfin, disons que tu as une ville quand même très réduite, où tu te balades, mais Gungo a été suffisamment malin pour expédier très vite la partie dialogue RPG et te concentrer quand même, t'offrir des donjons très rapidement. Alors désormais il y a une carte dans le donjon, donc par exemple tu peux arriver à une intersection et là c'est la manière dont tu vas agencer les gemmes qui va te dire si tu vas à droite, à gauche. C'est intéressant. Et dans ces donjons il y a des pierres spéciales à récupérer, alors je ne connais pas encore leur utilité, mais une fois j'imagine que quand tu les as toutes tu vas débloquer l'ultime donjon. Le fait est que voilà, tu te balades aussi en fonction de la map et évidemment tu retrouves le principe classique de boss. Tu as aussi les métal dragons primés, donc tu vas au temple, tu as une espèce de de parchemin qui va te permettre de débloquer cette situation-là. Et la fusion de monstres se passe à partir de pièces de puzzle que tu récupères sur les autres créatures. Et donc évidemment le but du jeu c'est de refaire certains donjons pour récupérer ces pièces de puzzle qui, une fois que tu en as suffisamment, vont te permettre de faire évoluer un peu à la manière classique du jeu. Est-ce que tu as vu une petite dimension multijoueur dans le jeu? Parce que là, le concept des amis qui nous fournissent cette 6e créature, c'est essentiel, c'est complètement essentiel. Donc du coup, est-ce qu'elle a disparu? Est-ce qu'elle est toujours présente? Ça se passe au niveau du Street Pass, désormais. Mais évidemment, en France, c'est j'ai pas pris ma console. En France, c'est un petit peu léger, donc je me débrouille avec les monstres qui te sont prêtés, entre guillemets, donc c'est pas vraiment du Street Pass, mais comme tu as une petite liste de monstres qui ont la chance quand même d'évoluer en niveau au fur et à mesure de ton avancée.
mais ils sont quand même moins puissants que ceux que j'imagine tu pourrais avoir en te baladant dans la rue à Tokyo, quoi. D'accord. Ouais, c'est Et clair. du coup, est-ce que vous avez vu dans le jeu sur smartphone la possibilité de déplacer ces gemmes en diagonale? Donc ça, c'est assez fort. Donc du coup, je me demandais, parce que l'air de rien, on n'en parle pas beaucoup, on a expliqué le principe du match 3, mais c'est vraiment super agréable à faire. C'est-à-dire, ça demande du skill. On peut réellement déplacer. Il faut déjà, lorsque tu as ton tableau avec toutes les gemmes, il faut que tu penses, genre, ok, je vais faire 3 gemmes là, j'en faire 4 ici, etc. Et ensuite, tu envisages le meilleur chemin possible, puisqu'on a très peu de temps pour déplacer sa gemme et créer tous les combos potentiels. Est-ce que c'est aussi agréable avec le stylet sur 3DS? Je préfère, à la Tu limite, préfères? parce que Ok. j'ai pas le doigt qui obstrue la vision. Je trouve que le stylet est plus fin et donc j'ai beaucoup plus de visibilité. Je me rappelle au début, notamment au début du jeu sur iPhone, il y avait beaucoup de phases où je glissais. Maintenant, je suis habitué, je suis entraîné. Moi, Et- je joue sur iPad et Ouais. clairement, on m'a dit que sur iPhone, c'était du coup plus complexe de jouer parce que l'écran est plus petit, ton doigt cache. Il est beaucoup de souvent choses. arrivé Ouais. surtout que je zappe, que je passe, tu sais, sur la ligne des personnages qui sont. Ouais. Et du coup, hop, mon combo s'arrête. Et je suis planté, je suis vénère. Et c'est vrai que bon, ça m'arrivait beaucoup au début. Maintenant, je passe tellement de temps dessus que je sais pas, mon doigt a dû s'habituer Par mécaniquement. contre, la version de 3DS, je sais pas pour toi, Puyo, mais je la trouve moins jolie. Ah non, mais c'est un jeu GBA. Ils sont Ouais, vraiment pas- on dirait un jeu GBA, il n'y a pas de couleur, c'est super délavé, Ouais, complètement. Ils sont vraiment pas pris la tête. Les sprites sont légers. Après, ils ont quand même eu le réflexe de redessiner pas mal de créatures. Ouais, après, t'as des petites incrustes quand tu fais quand tu Et sors tes skills, surtout, machin ce et qu'on a tout. oublié de dire, c'est que dans Puzzle Dragon Z, t'as le Z-drop. Alors attention. Et le Z-drop, c'est une attaque primée, donc une gemme qui clignote. Et si tu penses à bien l'enchaîner avec tes combos, eh bien, t'as un Z qui surgit sur l'ennemi. Et donc ça booste à la fois l'XP que tu vas gagner, les dégâts, mais aussi les points de skill. Parce qu'il n'y a plus vraiment ce système de cooldown, voilà. Ouais. c'est un système de points. Il me semble que ça augmente au fur et à mesure de ton avancée dans le donjon. Mais voilà, chaque monstre a ses skills, donc plus ou moins dotés. Par exemple, le guard break, ça va te coûter 2. Le Tu refil, peux choisir la skill, donc tu peux avoir différentes skills pour un monstre. Ouais, Donc tu peux t'as plus choisir. le système de tour Bah, Ouais, parce qu'un skill, de ça cooldown, devait quoi. normalement Beaucoup de sur cooldown. smartphone, ça Ouais, se beaucoup de cooldown, en chargeait fait. et ensuite, une fois que tu l'utilisais, il fallait un certain temps pour que ça se recharge. Voilà. ouais, c'est- là, t'as là, plus c'est de plus le cooldown, cas. elle est associée directement au monstre. Ouais. Tu as toujours le principe de leader et de support skill, Ouais. mais le support, tu peux l'activer quand même beaucoup plus rapidement. Et c'est ça qui permet aussi d'avancer assez vite, parce que par exemple, là, j'ai un dragon d'eau assez doté. Et il me permet de recharger facilement 4000 points de vie. Ouais. Et ça me permet quand même d'avancer dans des donjons un petit peu plus avancés et de pas sans arrêt avoir à refaire sans arrêt les mêmes chapitres. Est-ce qu'on a des petites infos? Je crois que pour l'instant, il n'y a aucune info sur une date de sortie française ou même sur un éditeur ou un distributeur, on n'a À mon rien. avis, ils vont attendre de voir combien génère le territoire français. Bah, si tu Comme dépenses ça. beaucoup, Thierry, peut-être qu'on a une chance de l'avoir. Du coup, mais Arrêtez. ouais, je pense que pour l'instant, ils attendent de voir comment ça se passe au niveau de la version free-to-play. Quoi. Au niveau de la popularité, ouais, Ouais. parce que c'est vrai que c'est un pari. Si Nintendo se décide éventuellement, en tant que bon partenaire de Bungo, à prendre en charge la localisation, est-ce que ce concept de match 3, il va tout de suite percuter au niveau des gens? Pour certains, ça va être c'est le Candy Crush japonais. Je suis pas sûr que tout de suite la magie du drop en temps limité percute chez les gens en fait. Et quelque part, c'est un vrai jeu de gamer. Au-delà de la mécanique qui est très simple, qui est celle du match 3, c'est où tu te rends compte que la profondeur de jeu fait qu'un gamer, donc quelqu'un qui a l'habitude de jouer sur console depuis des années, peut facilement passer des heures et des heures sur ce jeu, quoi. Moi, ce qui m'hallucine, ce qui m'hypnotise, tu sais, je suis un joueur de Puyo Puyo, au cas où. Et ce que j'aime bien dans Puyo Puyo, c'est déjà les enchaînements, les réactions en chaîne. Mais au-delà de ça, c'est tout cet aspect bruitage, cet aspect quelque part un peu organique. Et je trouve que dans Puzzle & Dragons, tu le retrouves. Les C'est-à-dire que feedbacks sonores sont excellents. voilà, Ouais. les bruitages, c'est important. Et tout le feedback que tu as, que ce soit au tactile, ou même dans la manière dont les effets spéciaux se déclenchent, et évidemment la musique qui est signée Kenji Ito en plus, donc c'est quand même pas le premier venu. Bah, tout ça, ça te donne envie de poursuivre, ça te stimule, quoi. C'est vraiment super bien pensé. Et donc du coup, évidemment, la concurrence a réagi. Square Enix, par exemple, qui vient de sortir au Japon son Dragon Quest. Et donc oui, on se dit, mais pourquoi ils l'ont pas fait avant? Tiens, ça semblait tellement logique, il a fallu attendre le succès là, en 2012 de Puzzle Dragons au Japon. Il faut savoir quand même, il y a quasiment 1/6 de la population au Japon qui a téléchargé, qui potentiellement joue à Puzzle Dragons. C'est juste invraisemblable, sachant qu'en plus c'est vraiment un jeu de gamer. Donc du coup, c'est pas du Candy Crush. Candy Crush, c'est vraiment très très simple. Il y a un truc qui cartonnait là, en ce moment en France, c'était Flappy. Flappy Bird, là c'est un Flappy peu plus Bird. stylé quand même. Mais Ouais, c'est plus stylé, mais c'est basique. En termes Ah de oui, profondeur de jeu, je trouve aussi. c'est Jetpack au final. C'est bizarre. Mais je trouve surtout que c'est moins le racket que Candy Crush. Candy Crush, dès que tu perds, voilà, hop, incitatif, paf, t'as le truc qui pop, vas-y, balance la thune.
Là, je trouve que c'est quand même suffisamment bien équilibré et c'est ça la force du jeu à mon avis. Et du coup, vous avez fait une excellente news sur Gamecult sur le jeu Dragon Quest. Et tu peux nous parler un petit peu du jeu? Je crois que c'est toi qui l'avais. Oui, parce qu'il est disponible sur l'App Store français, ça c'est une surprise. Incroyable. Je savais pas. Super Light est disponible en Jap. Japonais, intégralement japonais. D'accord. Ça limite pas mal l'attrait du truc. Mais cela dit, voilà, ils ont quasiment repompé la formule, que ce soit en termes de stamina, en termes de pierre magique, et là, ça s'appelle des gemmes. Donc il faut 500 gemmes, bizarrement. Et t'as plus le côté match 3, je crois. T'as plus le côté match 3, c'est-à-dire que ça se joue comme un RPG. Classique à la Dragon Quest, où tu passes de salle en salle, donc tu glisses ton doigt, ton équipe de monstres, ça reprend le principe de Dragon Quest Monsters, hein. Tu recrutes des monstres, tu les fais évoluer, et voilà, donc tu avances, tu as des boss à la fin, ces boss peuvent lâcher un œuf ou pas, en fait, pour éventuellement être recrutés. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas réussi à trouver encore aujourd'hui le bon équilibre et ça a fait un petit peu scandale sur les forums au Japon. C'est ça le truc de malade, le jeu n'est jamais frustrant Puzzle & Dragons, alors que c'est très rapidement, tu peux frustrer les joueurs et tu te poses toujours cette question, genre par exemple, est-ce que les machines sont cheatées? Donc est-ce que le jeu calcule le nombre de monstres et la puissance de tes monstres pour t'offrir plus ou moins de pourcentage de réussite? La machine, il y a plein de questions comme ça qui se posent quand tu as un modèle commercial qui est associé à la sortie d'un jeu. Et donc visiblement, là ça sautait aux yeux, le fait qu'ils trichaient un petit peu ou qu'ils n'étaient pas justes avec les joueurs sur la sortie de Dragon Quest. Il y a un nombre de vidéos hallucinantes qui montrent les mecs avec, je sais pas, 35 000 gemmes, donc ça veut dire, je sais pas, 3500 yens, ou enfin, ils ont vraiment dépensé pour avoir des chances de tirage. Alors c'est pas une machine à sous, c'est en gros un grand coffre de cartes, donc tu as des cartes argentées avec des monstres de rang, je sais pas, C, D, E, et puis tu as les cartes d'or, donc là tu as peut-être plus de chances d'avoir des monstres jusqu'au rang S. Alors pour le lancement de Dragon Quest Super Light, Square Enix disait regardez Ryuo, voilà, rang S et tout, vous allez pouvoir l'obtenir. Et les mecs ont fait des vidéos sur YouTube où après 60 tirages, ils avaient, je crois, 3-4 monstres de rang A. Et c'est hallucinant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, au Japon, le gacha est très encadré parce qu'il y a vraiment des débordements vis-à-vis des jeunes japonais qui dépensaient beaucoup trop d'argent. Donc évidemment, les parents se sont dit attends, c'est pas possible que tu dépenses 60 000 yens par jour sur le compte de papa pour tes monstres ridicules. Là. Et aujourd'hui, tu es quand même obligé d'annoncer un certain nombre de chances. Par exemple, dans Puzzle & Dragons, il te dit quand tu vas tirer ta machine à sous, bah, c'est des monstres de rang 3 étoiles ou plus. Et il y a des opérations promotionnelles qui tournent avec des monstres de rang 5, 6, 7. Enfin, non, jamais 7, mais voilà, 7, des monstres de rang puissant. Avec un petit x2, un x1,5 au niveau de la chance de pouvoir les obtenir. Et puis également, tu as des événements spéciaux, y compris pour les machines, avec les Godfest, où on a un pourcentage de chance d'obtenir un personnage en classé Dieu. Parce qu'évidemment, il y a une classification pour chaque perso. Il y a non seulement la couleur, mais également le type de monstre. Donc ça peut être un dragon, ça peut être un healer, ça peut être plein d'autres choses. Et donc du coup, un physical. Et ça permet de cumuler en fait des bonus également avec certaines créatures et certains de leurs skills, ce qui permet de faire des x2, x5, etc. Et donc tu as tout un truc qui est en effet plutôt clair et c'est déclaré à l'avance, quoi. C'est rassurant. Alors que Super Light était un peu plus obscur à ce niveau-là. Et surtout, le principe de jeu est moins basé sur le skill. Et je pense que ça, c'est quand même un frein à ta progression. Tu es quand même obligé. Si c'est du tour par tour classique, tu es quand même vachement limité, comment dire, par un facteur chance, quoi, finalement. Par un facteur stat aussi. Ouais. Parce que voilà, même si tu augmentes tes monstres, même si il y a toujours la limite de composition d'équipe, tu peux pas non plus arriver avec des monstres, 5 monstres de rang S, si tu as vraiment énormément de bol. Mais malgré tout, ça reste basé purement sur des stats et du tour par tour, avec des événements un peu à la Dragon Quest comme le Kaishin, voilà, enfin une attaque critique. Tu peux pas vraiment le savoir quand est-ce qu'elle va survenir et tout. Je trouve que Puzzle & Dragons, t'as pas ce genre de mécanique un petit peu injuste. Finalement, voilà, si tu arrives à faire 5-6 combos, c'est grâce à ton skill et pas parce que ta créature te l'a permis. Enfin, il y a un problème d'équilibre que Square Enix n'a pas pu trouver et face aux réactions vraiment outrées des joueurs, ils ont été obligés de suspendre carrément la machine à sous, enfin la boîte à cartes. Alors au début, ils avaient un peu recolorisé les cartes. Au début, tu avais plein de cartes jaunes. Ils ont mis des cartes blanches un peu plus fournies dans la boîte. Et puis finalement, ils se sont dit non, on peut pas parce que ça risque de mettre en péril un truc qui est potentiellement hyper rémunérateur pour nous. Après, ce qui est classe, c'est qu'ils ont remboursé tout le monde, c'est ça ? Disons que les gemmes que tu as dépensées, a priori, ils vont les recréditer au moment où la machine va se remettre en place. D'accord.
C'est-à-dire que voilà, Ouais, donc tout le monde Donc c'est un aura vrai des faux monstres, départ, l'air de quoi. rien. c'est un vrai faux départ, mais mine de rien, je pense qu'ils ont eu vraiment les chocottes. Parce que voilà, le jeu s'est classé tout de suite parmi les top 3. Et surtout, dans le top 3 qui compte, c'est les top sales sur l'App Store japonais. Et top sales, ça veut dire, bon, le premier, c'est Puzzle and Dragons, évidemment. Ça veut dire que c'est là, les microtransactions se font ici. Et c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Et Square Enix, dans la position dans laquelle ils sont actuellement en termes de financiers, ne peuvent pas se permettre d'avoir une poule aux œufs d'or qui ne vont plus rien, quoi. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que vous attendez, vous genre, je sais pas, par exemple, pour la version 3DS, et moi, clairement, tu te projettes, donc si vous voulez continuer à jouer pendant très longtemps au jeu, et tu dis oui, pour l'instant, il y a du multi-asynchrone, mais ce qui serait vraiment top, c'est de pouvoir créer ses équipes et de faire jouer en coop, et d'aller attaquer des donjons en coop avec d'autres joueurs. Donc sachant que dans le jeu, lorsqu'on va très très loin, lorsqu'on avance dans les donjons techniques, on finit par débloquer les challenges, donc de refaire tous les niveaux classiques en niveau challenge, avec la possibilité de constituer une équipe qu'avec des amis. Donc on a son leader, et ensuite les 5 autres créatures sont des créatures amies, ce qui permet d'avoir une étoile et de gagner des gemmes, des pierres magiques supplémentaires. Mais tu dis genre ok, pourquoi pas pousser le truc complètement, et se dire genre ok, tu peux faire des équipes coop, et là tu joues avec tes potes. Vous attendez ça parce que du coup ça sera hallucinant, ça devient vraiment des Q9 quoi après. Ce serait difficile à mettre en place dans la mesure où la grille est quand même vachement limitée à une utilisation solo. En revanche, le multi, chacun son tour. Le multi versus arrive. Ouais. C'est Square Enix justement qui va le faire en arcade avec Puzzle & Dragons Battle Tournament. Et je suis vraiment curieux parce que j'ai tellement hâte de voir des super joueurs japonais enchaîner les combos. Alors je sais pas comment ça va se dérouler, ça va être en tour par tour. Ou chacun, ou juste un duel de rapidité, parce qu'aujourd'hui les tournois de Puzzle & Dragons sont quand même gérés à la fois sur la composition d'équipe et sur la rapidité que tu mets pour parcourir les donjons. Donc il y a un côté stratégique, un côté skill. Là, ça risque d'être quand même purement encore plus posé sur le skill. Et j'ai vraiment hâte de voir les meilleurs joueurs s'affronter comme ça, comme sur Puyo Puyo. Parce que la problématique du multi aussi, c'est que tu as certaines compositions d'équipe qui font que tu ne peux jamais perdre. Donc il serait obligé de revoir complètement l'attribution des monstres, peut-être de créer un coût maximum pour son équipe en multi, etc. Moi, je me dis quand même que la possibilité de jouer en multi, ça crée... le potentiel du jeu exploserait mais genre, de façon hallucinante. Donc on verra. J'attends des mises à jour, quand même. Parce que l'air de rien, je me suis aperçu que certaines de mes créatures au niveau 5 étoiles, pour l'instant je ne peux pas la passer au niveau 6 étoiles parce que c'est uniquement une forme disponible au Japon. Et c'est pas arrivé, il faut attendre l'update français de manière à pouvoir passer en 6 étoiles. T'as vraiment squatté, parce que je crois que je m'en étais pas aperçu. Ouais, j'ai regardé sur internet, j'ai dit ok, elle peut passer en niveau 6 étoiles, elle a 2 possibilités en double couleur, vert ou vert jaune, et au final t'en as aucune des deux parce que c'est uniquement des créatures disponibles au Japon. Voilà. Et surtout l'avenir, c'est bientôt, c'est Puzzle & Dragons 2. Parce qu'il est déjà en préparation chez Gungo, après on ne sait pas, mais il y a le 20 février, alors je ne sais pas quand est-ce que l'émission sera diffusée, mais le 20 février, on fête les 2 ans de Puzzle & Dragons au Japon. Ouais, donc du coup j'espère qu'il y aura des bonus qui vont nous donner des pierres magiques là pour... Surtout, ils ont prévu de faire quelques petites annonces, alors pour l'instant ils parlent de Puzzle & Dragons en général et de Puzzle & Dragons Z, mais là je pense que ça fait 2 ans que le jeu est sorti, je pense pas que le phénomène est en train de s'éteindre, mais je pense que c'est le moment de le relancer, et j'ai hâte d'être au 20 février. Ah, carrément. Pareil. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission de ouf. Donc évidemment, une nouvelle fois, faites attention, c'est comme un MMO. Donc si vous vous dites, comme moi, pendant très longtemps, le MMO, j'y touche pas parce que je me connais, je suis un joueur, je vais tomber dedans, je vais pas arrêter, c'est pareil. Donc vous commencez à y jouer, il est difficile de s'arrêter. Toi, t'as arrêté pour passer la version 3DS. Toi, t'as arrêté pour je sais pas quoi, mais t'es retombé dedans par ma faute, je suis désolé. Donc méfiez-vous. Version 3DS aussi. Donc, version 3DS aussi, oui, c'est vrai. Donc moi j'espère que la version 3DS va arriver bientôt en France. En tout cas c'est vraiment un excellent jeu, il est gratuit, donc essayez-le, mais méfiez-vous, il est facile de tomber dedans et il est facile aussi de dépenser beaucoup d'argent. Donc attention. Merci d'avoir participé à cette émission et on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life. Salut tout le monde.